Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Marion-Amy, je suis co-secrétaire au niveau du groupe local du 13e. Donc on vous accueille ici dans le 13e. Et donc je me présente aussi. Alors ce soir je suis censé être Tom sur le programme, mais en fait je suis Wilfried détourné du 13e, et donc on parle d'animer le débat en remplacement de Tom. Voilà, Tom a une petite contrainte professionnelle, mais il pense à nous. On voulait déjà commencer par remercier donc Emma, Antoine, Maxime, Benjamin qui nous ont beaucoup aidés donc, du coup, dans l'organisation de ce débat, donc intermotion. Et on avait vraiment envie de le faire dans le 13e pour plein de raisons. Oui, pourquoi dans le 13e? Déjà parce que c'est une demande forte de nos militants de pouvoir débattre dans le cadre de ce congrès sur ces motions et sur les différentes propositions qui peuvent être faites. Donc oui, on voulait répondre à cette demande des militants. On a également de nombreux élus, on a 7 élus, un conseiller, donc du coup dans le 13e, et on a de nombreux enjeux, que ce soit Brunso, que ce soit également la bière, évidemment. Bien sûr, des évacuations au Palatino, au Lodging qui nous ont mobilisés, et le groupe local aussi fortement. Beaucoup de sujets également de démocratie interne, mais qui sont en train d'être résolus, voilà. Oui, et ça explique pourquoi la démocratie a autant d'importance pour nous dans le 13e arrondissement. Et donc du coup, on ne va pas trop parler du 13e parce que ce n'est pas l'objectif, mais on avait vraiment envie de vous accueillir, pour dire que l'arrondissement est magnifique. Il y a plus de 42% de logements sociaux, il y a beaucoup de sujets environnementaux et sociaux. Et n'hésitez pas, si vous voulez qu'on fasse d'autres visites ou d'approfondir certains sujets. Voilà. Oui, on est intarissable sur le 13e arrondissement, donc allez-y. On rentre directement dans le débat. Donc, les règles du jeu vont être que chaque candidat a 5 minutes de temps de parole. On va faire 2 fois 5. Donc, du coup, ça commencera par Aïssa et Sandrine. Voilà. Donc, chacun aura 5 minutes. Ensuite, on va prendre une question. Et sur cette question-là, donc du public, c'est le premier qui lèvera la main, avec la question de parité, bien évidemment, qui aura le droit. Et 2 minutes 30 pour répondre pour chaque candidat. Voilà. 2 minutes 30 pour répondre. Ouais. Oui. Et on met le chrono avec le speed. Ça va mettre du temps intransigeant et intraitable. Exactement. Et le chrono sera là. Et on vous fera un signe si vous le souhaitez. On s'installera devant dans un des coins. Et 1 minute 30. Ça vous va? Eh bien, écoutez, la première personne à passer est Aïssa. On va passer le micro et on te fait un signe. Alors, l'idée de la présentation que je vais faire, c'est la vision qu'on a dans ce congrès, qui est à la fois pour nous un congrès qui doit être celui du dépassement, sur 2 questions principales. La question de l'interne, au sein de notre parti, vu que le vote est considéré acquis pour les adhérents, c'est la question du fonctionnement du parti. La question du fonctionnement du parti, je crois que toutes les motions font à peu près le même constat, qui est que le fonctionnement interne, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas au sein de notre parti. Et l'idée, le corollaire que cette question porte, c'est l'accueil que l'on fait pour les nouveaux et le dépassement du parti à l'extérieur. La deuxième question qui est liée à celle-ci, c'est celle de notre bilan, notamment de notre bilan électoral. Pourquoi, alors que la question écologiste n'a jamais été aussi centrale dans les questions politiques de notre pays, on n'arrive pas à dépasser le cadre, entre guillemets, étriqué de ELV et à s'élargir? Nous, on considère que l'écologie doit être centrale dans les questions de société, mais également dans les questions de politique. Ce sera certainement l'objet peut-être d'une question sur la NUPES. L'idée, en tout cas, de notre parti, c'est de dire qu'on ne doit pas avoir peur de s'élargir, d'accueillir de nouveaux adhérents. Quand on voit dans certains territoires, alors qu'on est parti de l'écologie, notamment dans la ruralité, qu'on a du mal à s'élargir à toutes sortes de couches de la population, c'est finalement un corollaire de nos défaites électorales. Finalement. Je prends l'exemple d'un département voisin de Paris, qui est la Seine-Saint-Denis. Comment expliquer aujourd'hui que notre fonctionnement interne fait que, dans le 93, on sort d'élections départementales où on fait élire 5 conseillers départementaux et on n'a aucune circonscription investie pour faire élire des députés écologistes en Seine-Saint-Denis,
département populaire, département où les populations ont un besoin cruel d'écologie du quotidien. Nous, notre parti pris, c'est de dire qu'on doit dépasser le cadre de LV et s'élargir aux forces politiques, aux forces associatives, et ne pas avoir peur d'accueillir de nouvelles personnes d'horizons différents. C'est un petit reproche qu'on se fait souvent à nous-mêmes, mais la composition socio-professionnelle de LV, tout indique qu'on a du mal un petit peu à s'élargir aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut assumer de rompre avec nos mauvaises habitudes. Ça, c'est pour l'interne. Et finalement, ce congrès, il y a 3 choix qui s'offrent à nos autres adhérents. C'est finalement continuer le comme avant et condamner notre parti à ne jamais grandir. Se réduire à être une simple composante d'un cartel des gauches dont on connaît les limites. La NUPES, c'était un progrès et s'est fait appeler l'ordre par beaucoup d'électeurs, mais il y a eu des limites puisque ça nous a permis à la fois d'empêcher Emmanuel Macron d'avoir une majorité, mais ça ne nous a pas permis d'être majoritaire ou de grossir notre socle électoral. Donc ce cartel, on va dire que ça connaît ses limites et ses contradictions, et on risque de voir finalement l'écologie politique se diluer dans les contradictions entre partis. La 3e voie, celle que nous on assume, c'est d'assumer de rompre avec nos habitudes, de se tourner enfin vers l'extérieur, à la société civile notamment, d'accueillir de nouvelles personnes, des profils différents, plus de diversité notamment, puisque pour un parti de l'écologie politique qui a toujours, en tout cas prétendu défendre les droits des minorités notamment, c'est pas normal qu'on s'accommode de si peu de représentativité dans notre parti, que ce soit dans les instances, dans les élections extérieures et dans les investitures. Donc nous on fait ce choix de porter l'écologie au pouvoir, y compris au niveau national, en assumant d'avoir, je vais utiliser un terme qui est, peut-être que certains ne seront pas d'accord là-dessus, mais une écologie de responsabilité, c'est-à-dire que nous on assume la conquête du pouvoir. Organiser un parti de masse, c'est aussi vouloir conquérir le pouvoir et non plus se contenter d'être un parti contestataire. On s'est souvent, on s'est souvent contenté de ça. Donc l'idée c'est d'aller chercher tout le monde, d'élargir le socle du parti, ne pas avoir peur d'accueillir de nouveaux adhérents, grandir dans les territoires populaires, dans la ruralité, et porter un socle politique qui met enfin l'écologie politique à sa juste place, c'est-à-dire la toute première, et non pas une dilution de l'écologie politique. Bonsoir à tous et toutes et bienvenue dans le 13e arrondissement de la 9e circonscription de Paris. The best. Alors, on est à un moment un peu crucial de l'écologie. Cet été, on l'a vu, les premiers effets massifs, majeurs, qu'on ne peut plus ignorer de tout le monde, du réchauffement climatique se manifestent. Et en même temps, énormément de personnes attendent de l'écologie politique qu'elle puisse apporter des réponses à ce qui apparaît pour bien des gens comme une espèce de catastrophe dont on n'arrive pas complètement ni à prendre la mesure ni à avoir les solutions. Et puis nous, à côté de ça, eh bien, à la sortie de cet été qui a été un été difficile pour tout le monde, au lieu de porter haut et fort un discours sur l'écologie, ce que nous avons fait, c'est de parler de règlement intérieur. Et en fait, c'est là notre responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons la responsabilité, parce que le monde s'enflamme, nous avons la responsabilité de devenir un parti de masse, de passer de 15 000 adhérents à 150 000 adhérents en 3 ans. Nous devons être le lieu où quelque chose se passe. Nous devons être le lieu d'un débat intellectuel, d'un débat militant, d'une esthétique politique, d'un ancrage territorial, le lieu d'un renouveau de la politique, le lieu finalement où cela se passe. Et au lieu de cela, nous sommes le lieu où nous tentons de tout contrôler pour garder absolument le pouvoir, là où nous devrions accepter de nous faire complètement dépassé et débordé par une société civile qui n'attend que cela. Alors oui, moi je veux que nous soyons élus. Je veux que ce parti tienne les rênes de notre pays, à tous les échelons. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des électeurs et des électrices. Et donc pour cela, il y a une construction à avoir dans les 3 prochaines années pour aller les chercher. Et pour cela, il n'y a pas 36 solutions à nos yeux dans cette motion nos terres, nos luttes que nous avons construite sur la base déjà d'un rassemblement avec la relève, avec le collectif rue, avec la force. Déjà, ce collectif-là,
s'est posé dans ce congrès-là pour aller chercher des personnes et pour aller chercher cette société civile, ces personnes qui n'attendent qu'une seule chose, c'est d'avoir un débouché politique. Je vous disais que pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il y en a 4. Un, c'est renouer avec notre impertinence. Notre impertinence qui a fait l'histoire de l'écologie politique. Oui, nous avons démonté des McDo, oui, nous avons occupé Larzac, oui, nous avons occupé les zones humides, oui, nous avons fait tout un tas d'actions de désobéissance civile, nous nous sommes allongés, pas nous, mais les anciens, nous sommes allongés sur les rails des castors de ces trains de déchets nucléaires. Oui, nous avons fauché des OGM. Et aujourd'hui, au motif de la responsabilité, nous aurions peur de la désobéissance. C'est notre ADN, la désobéissance. Et c'est notre légitimité. Nous avons le devoir de le faire à un moment donné où le système et les lois nous conduisent dans le mur. Nous avons la responsabilité d'accompagner les personnes qui le font et de les protéger par notre présence militante nombreuse de la violence face à laquelle ils peuvent faire face. La deuxième chose, c'est que nous devons renouveler la direction de ce parti, avoir de nouvelles têtes. Mélissa Camara est une militante, certes de longue date, mais qui vient d'autres sphères militantes. Elle vient des sphères militantes des quartiers populaires, de l'écoféminisme, du féminisme, de l'écologie sociale, au plus près des personnes. Elle a milité pendant bien longtemps auprès des personnes qui y sont sur les aires d'accueil des gens du voyage pour les protéger des pollutions, parce que ces aires d'accueil des gens du voyage sont le long des routes, le long des usines les plus polluantes, pour que les braves gens des braves villes ne voient pas ces camps. Eh bien, aujourd'hui, elle est dans notre parti. C'est une chance pour nous, elle pourrait devenir secrétaire nationale. Ensuite, il nous faut non pas ne pas avoir peur de la société civile. Il nous faut faire venir la société civile. Il nous faut absolument qu'elle arrive en masse parce que c'est ici que ça se passe. Parce que quelque chose de nouveau dans la politique se passe chez nous. Et enfin, la dernière chose, c'est que la NUPES n'a pas été une alliance électorale d'un moment, elle a été un espoir dans le paysage politique. Et oui, nous devons être la force la plus motrice, la plus en dynamique de cette NUPES. Mais on ne peut pas jeter la NUPES avec l'eau du bain une fois l'élection passée et alors que nous avons 23 députés. Nous avons le devoir de répondre aussi à l'espoir qui a été suscité avec cette alliance historique. C'est pour cela que nous vous proposons d'avoir une ligne claire, faite de radicalité, de renouveau, de changement et de rassemblement, et qu'enfin l'écologie politique prenne le pouvoir. Est-ce qu'il y a une question? Je voudrais savoir comment, effectivement, on passe de 15 000 à 150 000 en 3 ans. Il n'y a pas de recette miracle, mais par contre, il y a un travail à faire. Et pour cela, il faut accepter ce travail. Déjà, le travail, c'est de se mettre au service des luttes locales, de toutes les luttes locales. D'aller servir encore plus massivement que nous ne le faisons actuellement, toute micro-lutte, même à un endroit isolé, même avec que quelques militants qui se battent contre tel incinérateur, contre telle déchetterie, contre tel passage de route, ou telle construction d'un poulailler intensif et d'une ferme-usine à côté de chez eux. Et ça, c'est le devoir de tout le monde ici. Et je pense que nous avons cette histoire-là, mais que des fois, pris par des jeux internes, nous oublions que c'est là notre priorité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut changer notre récit. Proposer une épopée collective. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'écologie est uniquement perçue comme une somme de contraintes individuelles à laquelle nous devrions nous soumettre, et une somme de contraintes qui, en plus, est pénible pour nous. Alors que l'écologie, c'est profondément une épopée collective. Comment on retrouve la joie du camp du Larzac? Comment on retrouve la lutte joyeuse de Plogoff? Comment on retrouve cet esprit qui fait qu'ensemble, oui, on renonce à des biens matériels, mais c'est pour un avenir qui soit meilleur et il faut construire ce récit-là. Après, il nous faut absolument investir la question des quartiers et de la ruralité. Et pour cela, il nous faut parler de la chasse, il nous faut parler de l'appropriation de la nature, il nous faut parler des biens communs que nous devons préserver. Et nous devons aussi parler à ces quartiers qui se sentent si isolés, non pas de manière condescendante en les regardant de haut, mais en aidant par le bas leur lutte, en étant présents lorsqu'ils nous le demandent et à chaque fois qu'ils nous le demandent, pour que nous puissions relayer et donner de l'écho à ce qu'ils font et ce qu'elles font. Et c'est comme ça que nous gagnerons leur confiance, c'est comme ça que petit à petit, nous arriverons à faire en sorte même. Et puis, eh bien, toute cette éco-anxiété qui gangrène notre pays, mais qui gangrène aussi nos politiques publiques, parce qu'on a tellement peur que
finalement, on préfère lutter contre plutôt qu'accompagner un changement, et qu'il y a cette éco-anxiété, il faut lui donner un débouché. Ce débouché, c'est le parti politique d'Europe Écologie Les Verts, et pour cela, il nous faut faire politique radicalement différemment. Ça n'est pas la discipline, c'est la pluralité, c'est la biodiversité, c'est un lieu de création permanente d'idées et de manières de faire politique qui fera venir les gens à nous. Comment on fait pour devenir un parti de masse? Moi, je viens de la ville d'à côté, Ivry-sur-Seine, t'as vu des fumées en arrivant, c'est le plus gros incinérateur d'Europe. Comment ça se fait que dans une ville comme ça, dans un département comme le Val-de-Marne, qui est historiquement territoire servant, c'est-à-dire que pendant des siècles, des industries sont venues polluer, Philips, l'industrie des déchets, polluer les sous-sols. On a construit un collège à Ivry. Avant d'être livré, on s'est rendu compte que les sous-sols étaient pollués au mercure. Mais on s'en est rendu compte après. Le collège n'a jamais ouvert et le coût des pollutions coûte plus cher que le collège. On fait grandir le parti justement en saisissant de ses luttes. Comment t'expliques que dans un territoire populaire comme le Val-de-Marne, on a si peu d'adhérents, on est si peu de militants de l'écologie? On est quelques-uns, mais on est très peu en réalité. Moi, je viens d'un quartier populaire, je suis fils d'immigrés. Je viens d'un quartier où je suis le seul de ma génération à avoir eu le bac. Ça existe aujourd'hui en France. On vit dans un pays où quand tu t'appelles Mohamed ou Aïssa, tu as 30% de chances en moins de décrocher un entretien quand tu envoies ton CV. Bah, c'est en s'intégrant dans ces luttes-là. Mais à l'extérieur, on donne quelle impression? On donne l'impression d'être dans des batailles ridicules, nos règlements que personne ne comprend, pas même les adhérents. On est dans un processus pour adhérer que personne ne comprend, et quand tu pousses la porte d'un groupe local, tu es pris dans des règlements que personne ne comprend encore une fois, tu fais tout sauf de la lutte. Il faut aller au cœur de la société et parler à tout le monde, arrêter de se parler à nous-mêmes. Que ce soit les quartiers populaires, que ce soit les luttes climatiques de manière générale, il faut qu'on redevienne l'espoir pour une jeunesse. Moi, je désespère quand je vois des gens de ma génération, milieu populaire ou pas, aller à la France Insoumise par exemple. Alors la France Insoumise est aujourd'hui dans les territoires populaires considérée comme plus écologiste que nous, identifiée comme plus écologiste que nous sur pas mal de choses. La condition animale, la défense des quartiers populaires, les luttes contre les violences policières. On a déserté ces combats-là. La réalité, c'est qu'on ne parle plus à la majorité de la société qui veut un changement radical. Moi, c'est pour ça que je ne me positionne jamais sur la question de la radicalité d'ailleurs. Quand je vois notre programme, c'est suffisant. On défend un certain nombre de choses, un corpus intellectuel qui est radical. On veut ce changement, ce pivot dans notre société. L'idée, par contre, c'est d'arrêter de se regarder nous-mêmes, d'avoir un fonctionnement que plus personne ne comprend, et c'est ce que je parlais précédemment sur l'interne, d'aller enfin au cœur de notre société et de ne pas avoir peur d'aller parler à ces gens qui, justement, sont en demande d'une nouvelle offre politique dont l'écologie est le cœur. 5 minutes, et voici les deux micros. Vas-y, on commence là. Là. Moi, je suis un ancien, j'étais là en 84 à la Fondation des Verts, j'étais même 5 ans avant aux Amis de la Terre. Oui, Sandrine, tu as raison, les écolos ont toujours été des lanceurs d'alerte. On ne nous a pas écoutés. Il y avait un déni social, mais il y avait aussi une chape de plomb des médias, des politiques, on était les petits. Et à un moment donné, on a dit on en a marre d'être des petits, que faire des élections biodégradables, interpeller les listes, et puis on s'est dit on va voir du côté des Allemands, les Grenoble nous ont montré la façon, il fallait fonder un parti mixte, confédéral et parti pyramidal. Bon, je ne vais pas faire l'histoire, vous regardez Yves Frémion, il a écrit un bon bouquin là-dessus. Je suis venu ce soir pour présenter la motion Rébellion-Construction, en 5 points. Le premier point, c'est l'effondrement de la post-croissance. Oui, nous sommes collapsologues, Sandrine l'a dit aussi, et je pense que tout le monde la partage. Quand il y a 47 degrés, un puits de chaleur à Vancouver, c'est anormal. Le Québec, au Canada, 3 fois le dérèglement le vit. Et nous l'avons vécu ici, l'ombre 40 degrés. Donc nous sommes face à un mur et nous devons annoncer la couleur, lanceur d'alerte. Oui, nous sommes dans une phase critique. Et il faut que la COP27 aboutisse ainsi que les autres COP, mais il faut une mobilisation citoyenne. Un pas dans les institutions, dedans, un pas dehors, comme disait Cécile Duflot. Il y a eu des militants qui ont sué la chemise pour montrer la direction. Mais effectivement, on est 12 000, mais on disait aussi « Small is beautiful ». Un petit noyau d'activistes, regardez l'Extinction Rébellion, ils sont capables d'agir. Et il ne faut pas hésiter, il ne faut pas attendre le grand soir pour commencer à agir. Premier point, l'effondrement post-croissant. Le deuxième, nous sommes la gauche de l'écologie. Ça a été dit, chacun se reconnaît, qu'est-ce que la gauche de la gauche? Il est toujours utile de se positionner. Le troisième point, c'est surtout l'ANUPS. Alors effectivement, l'ANUPS, c'est un cartel qui a été utile pour l'élection, parce que la proportionnelle n'existe pas pour les législatives. Elle existe en Allemagne, elle existe dans d'autres pays, en Italie.
Et en France, on la vit au régional, on la vit dans les municipales un peu pondérées, et aux européennes. Le jour où il y aura une proportionnelle, vous verrez bien que le mouvement écolo présentera une liste unitaire avec des partenaires. Aujourd'hui, on est obligé de faire, une logique, un partenariat. Il y a eu quand même un mois de négociation sur une plateforme, donc on n'a pas vendu notre âme ni au PC ni au PS, puisque logiquement, dans les élections locales, moi je le vis au Clé souvent, on était même au-delà de la lutte, puisque le PC était dans notre liste. Il y avait Génération S, le PS, Europe Écologie, le PC et LFI. Donc vous voyez, quand on veut faire une dynamique unitaire à partir d'un accord programmatique, ça paye, ça marche, sauf qu'en temps en temps, il y a malheureusement des personnalités qui n'acceptent pas un tel contrat, qui créent une liste dissidents. Ça existe, la nature humaine est ainsi faite. On ne peut pas appuyer sur un bouton et dire voilà comment il faut faire, ça ne marche pas. Il faut prendre en compte, et dans la formation justement des nouveaux adhérents, il faut qu'il y ait un moment où on parle, qu'est-ce qu'une controverse? Une controverse, ça veut dire, tu as un argument, j'ai un argument, chacun le développe, je te respecte, tu me respectes. Et le débat augmentera. Qu'est-ce qu'un congrès aussi? Un congrès, c'est un moyen de faire des controverses, de faire des clivages sur des débats. Nous sommes pacifistes. La motion rébellion construction, nous l'annonçons dans Vivant, nous l'avons écrit. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant les présidentielles? Notre candidat s'est permis de ne pas respecter notre ligne de conduite, à savoir, dans toute guerre, première chose qu'on demande, cessez le feu, ouverture des négociations, c'est la première chose. Et à chaque fois, on reporte, et ça c'est fatal, on ne se reconnaît pas. Le cinquième point, le relais des luttes, essentiel. Bien sûr, il faut être dans les associations, rien n'interdit d'être adhérent ELV et d'être multicarte dans toutes les associations auxquelles vous êtes proche, de près, proximité, et même au niveau national et international. Est-ce qu'il me reste du temps? Il reste 1 minute. 1 minute. Bon, alors moi je prends mon exemple, puisque je représente ELV dans le collectif Non à la guerre, non à l'OTAN. Ça c'est une réalité, puisque l'Afghanistan c'était notre collectif à nous. On l'a transformé parce que l'OTAN, il faut faire son histoire. Extension permanente jusqu'aux frontières de la Russie, et ils réagissent comme les Américains ont réagi face à Cuba, où les Russes ont amené leurs fusées, on dit non, stop, vous êtes trop près, il faut arrêter. Et il y a eu des négociations à ce moment-là, il y a eu des négociations pour le désarmement, et heureusement, on est passé de 60 000 armes nucléaires à 15 000, ça ne suffit pas. Les Verts sont membres du collectif pour le nouveau traité d'interdiction des armes nucléaires. On est aussi membre d'autres collectifs. 8 secondes 10 secondes, 5, 4, 3. Bon, donc, espérons, tous ensemble, quand on dit, il faut ramer ensemble pour que la galère avance. Ça, c'est une image qu'on peut partager. Merci. Donc d'abord, je suis très content que ce débat se passe ici avec autant de monde. Vous êtes très nombreuses et nombreux, ça veut dire que le congrès intéresse et ça me rassure sur l'investissement dans notre parti, parce qu'en fait, on va avoir besoin d'être très investis. Nous tous et tous ceux qui vont voter pour n'importe quelle motion, c'est quand même le parti qu'on va devoir défendre collectivement. Donc ça me fait très plaisir de voir que vous êtes nombreux ici. Et je suis très content que ça se passe dans le 13e, parce que le 13e est un territoire qui a beaucoup souffert des errements de nos règlements dans le parti, et qui a connu des départs, des arrivées, des mouvements un peu difficiles. Et j'aimerais rendre hommage ici à Marie-Pierre Marchand et Wilfried Pétourné, qui pour moi sont le symbole des gens qui sont capables de rester quand c'est difficile et qui vont continuer d'être là et de faire vivre un groupe local. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de tout le monde, mais on a surtout besoin que collectivement on a envie de porter l'écologie politique. Et ça compte énormément. Parce qu'en fait, on est là, 95% du programme, on l'a en commun. Nos points communs sont plus forts que nos désaccords. La question, c'est comment est-ce qu'on crée du commun pour arriver à donner envie aux électrices et aux électeurs de faire triompher l'écologie. Comment est-ce qu'on reste radical? Bien sûr, on n'a pas de choix, on ne peut pas être dans le compromis permanent alors qu'on a une société qui nous envoie à notre perte. C'est-à-dire que contre les grands projets urbains, il faut qu'on soit radicaux. Être dans une minorité à la mairie de Paris, pour moi, il y a plein de moments où c'est une souffrance. Il y a des moments où j'ai des choses, j'ai du mal à les voter, et ça fait issue de compromis. Parce qu'on est bien obligé aussi d'être sérieux. En fait, on n'arrivera pas en étant que sur la radicalité ou en étant que sur le sérieux. Je pense que c'est un faux choix. Je pense qu'on peut être les deux. Je pense que l'écologie poussée jusqu'au bout est radicale. C'est un vrai changement de société. C'est le modèle de société qu'on propose pour demain. C'est ce qui est capable de faire l'union, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de perspective. Les valeurs, elles venaient de la morale religieuse. Les valeurs, elles venaient on avait l'idée de cité-État, enfin de l'État-nation, et donc de l'idée qu'on peut
tous ensemble vivre autour de valeurs communes et toutes vivre autour de valeurs communes. Et aujourd'hui, l'écologie doit être la valeur de demain. Et c'est à nous d'y croire, c'est à nous de le professer partout, et c'est à nous de nous cultiver les uns les autres sur ce sujet. Moi, il y a un sujet qui me tenait très à cœur, c'est la question de refondation. Mais oui, parce que ici, ce groupe local en a souffert, mais globalement, en fait, il y a un problème dans notre système de fonctionnement. Notre système de fonctionnement est en fait issu de militantes et de militants que je respecte éminemment, mais qui à un moment pouvaient croire qu'on pouvait encore être des aiguillons. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'être des aiguillons. La question est comment est-ce qu'on veut prendre le pouvoir. Et donc, c'est notre rapport à la majorité et à la minorité qu'il faut qu'on change, en externe, mais aussi en interne. C'est-à-dire qu'il y a une culture minoritaire dans ce parti, et c'est extrêmement important de respecter la démocratie, je l'entends, mais c'est quand même extrêmement important de respecter le vote des adhérentes et des adhérents. C'est extrêmement important de nous mettre d'accord derrière. Moi, le candidat à la présidentielle n'était pas mon candidat, ça ne m'a pas empêché de faire sa campagne. Je respecte le collectif et je m'intégrerai toujours dans le collectif. Et globalement, à la suite, vous pouvez nous faire confiance pour le penser, c'est-à-dire pour aller faire du collectif et pour continuer d'essayer de nous faire travailler tout et tout ensemble, mais aussi d'élargir. Puisque ça a été dit avant moi, la question est maintenant comment est-ce qu'on s'ouvre à d'autres, comment est-ce qu'on convainc d'autres, comment est-ce qu'on va dans d'autres territoires, qu'on se met à leur service, comment est-ce qu'on fait monter des personnes qui vraiment les représentent et dans lesquelles ils puissent s'incarner, puisque aujourd'hui, nous sommes un parti qui effectivement représente avant tout une certaine catégorie de la population, mais parce qu'on ne peut pas avoir le même discours pour toutes et tous. Nous, on le vit à Paris, il y a des sujets qui nous tiennent à cœur, mais en fait, dans plein de territoires où juste essayer de vivre est déjà trop compliqué, eh bien, en fait, il y a plein de discours que moi, je vais pouvoir tenir en militant à Paris qui ne vont pas fonctionner partout, et il faut pour ça que le parti soutienne les uns et les autres, et l'idée de refondation, c'est pas parce qu'on adore les règlements intérieurs, c'est parce qu'il faut que le cadre collectif soit un cadre qui nous permette de militer en comprenant ce qu'on fait, en sachant qu'on est soutenu par le parti et en pouvant aller le plus loin possible pour transformer la société. Moi, j'aime beaucoup ce parti, j'aime beaucoup ces militantes et ces militants, je m'y investis à fond, je passe un temps fou. Les personnes qu'il y a sur, sur la liste de la suite sont en fait un collectif, dans le sens où on est complémentaires les uns des autres, il y a plein de choses que je ne sais pas faire, mais que les autres savent faire, et c'est l'idée de la complémentarité, de comment est-ce qu'on doit tous et toutes s'articuler ensemble pour pouvoir transformer ce parti, pour demain prendre le pouvoir, transformer la société. Tout ça, ça se fera par étapes, et ça se fera parce qu'on le fera ensemble. Et j'ai confiance en vous, et j'ai confiance en nous. Merci beaucoup. C'est l'heure des questions. Alors, on va prendre une femme pour les questions. Tout d'abord, il y a une idée que j'ai envie de contester d'emblée, c'est d'un point de vue philosophique, moi la radicalité, je la situe plus du tout de notre côté, mais je la situe du côté du pouvoir. Pour moi, c'est eux les radicaux, c'est ceux qui mettent c'est ceux qui mettent en danger la survie de l'espèce. Donc en fait, la radicalité, je la leur laisse, et je pense que la responsabilité, elle est plutôt de notre côté. Ça, c'était quelque chose que j'avais envie de rajouter. Après, de ce que j'ai entendu, je pense que vous êtes tous d'accord sur l'idée de faire d'Europe Écologie un parti de masse. Et donc en fait, c'est ce que je nous souhaite. En revanche, il y a quelque chose que j'ai pas entendu jusqu'à maintenant dans le diagnostic qui est fait de notre société et qui me chagrine un petit peu, c'est qu'on vit dans une société française aujourd'hui où il y a à peu près comme ça, grosso modo, 10 millions de pauvres. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Je pense que leur vie quotidienne, elle est extrêmement difficile. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ils n'arrivent pas à se projeter à demain. Comment on peut leur demander de se projeter à dans 10 ans où je pense que le réchauffement climatique va s'accélérer, en fait, les degrés par dixième montent et montent et montent. Ils sont 10 millions aujourd'hui à être complètement largués. On vit dans une société extrêmement inégalitaire. On vit dans une société où l'urgence sociale, pour eux, elle est extrêmement terrible. Et moi, aujourd'hui, pourtant en ayant des responsabilités dans ce parti, eh ben, le parti me dit pas ce que je dois leur dire. Et dans le parti, à ce stade, j'ai encore lu il y a pas longtemps, avant-hier, le programme de la présidentielle, et j'ai lu à côté celui des Insoumis, et je pense qu'il y a des mesures claires qui sont dites chez les Insoumis et même chez le Rassemblement National, que nous, on n'a pas dites et qui ne sont pas formulées, et que je pense que si on veut aller les chercher, parce que je pense que c'est aussi pour eux qu'on se démène, et c'est aussi pour elles et eux qu'on veut aussi changer la société dans laquelle on vit, et pas seulement notre société, mais par-delà la société. Voilà, ça y est. La société, c'est qu'est-ce qu'on dit à ces 10 millions de pauvres dans une société qui souffre? La société n'est pas équilibrée parce que la nature fait que
Les possédants veulent toujours plus et ceux qui sont démunis, malheureusement, ils ne partagent pas le même gâteau. Donc il y a eu dans l'histoire, il y a eu le Front populaire, donc, qui a fait l'unité, c'est ça aussi la remarque. Il y a aussi le Conseil national de la résistance qui a lancé, par exemple, la création de la sécurité sociale. Il faut en effet, pas un Grenelle organisé par le gouvernement, mais c'est-à-dire les forces de gauche et écologistes décident d'elles-mêmes de créer des états généraux donc sur la solidarité donc populaire, partager le gâteau, savoir qui doit payer par rapport aux autres, pas simplement comme fait Macron, il saupoudre des petites primes de 100 €, étalées sur 365 jours, c'est peanuts, hein, pour aider au niveau des règlements climatiques, l'essence et compagnie. Il faut sérieusement, donc il a utilisé le mot quoi qu'il en coûte pendant la crise du Covid-19, et la chiche fait quoi qu'il en coûte pour que le rééquilibrage que les hyper riches qui continuent, comme chose américaine, regardez, ils ne savent pas quoi faire leur argent, Bill Gates crée des fondations, la charité chrétienne, vous savez, on a trop d'argent, on va faire un petit peu de saupoudrage. C'est du pipeau, donc il faut que les citoyens se mobilisent et disent au mouvement politique comme que nous sommes, eh ben c'est mobilisez-vous, unissez-vous sur un programme co-construit, de fait que la société puisse effectivement avoir une véritable solidarité sociale, humaine, sur tous les plans, quoi, et surtout philosophique et politique, parce qu'attention, l'abrutissement des populations, elle passe aussi par les émissions de télé, tout ce qu'on fait l'abrutissement. Souvenez-vous, il faut du pain et des jeux. À un moment donné, ben, on refait ça d'une certaine façon. Quand on voit avec la façon dont les Français sont un peu, à certaines façons, aliénés après une journée terrible de fatigue, de travail, etc., de transport. Ici, en Île-de-France, on sait. Donc, le partage de l'emploi, on l'avait mis en semaine de 4 jours. Il y a des possibilités où on puisse faire émerger, en effet, que la conscience populaire, par rapport aux acquis de 36, les acquis de 45, il y a d'autres moments, de 68, n'oublions pas le Grenelle de 68, qui a permis, en effet, d'ouvrir la société sur les libertés publiques, citoyennes, les radios libres. Il y a eu ce que nous sommes, le mouvement écologiste, et aussi une partie du mouvement de mai 68, avec le Larzac, avec toutes les antinucléaires, Plogoff, et j'en passe. Donc cette continuité-là devrait aider les jeunes à dire c'est possible. Comme disait l'abbé Pierre, il disait c'est pas possible, ben, nous on dit oui c'est possible, si on se mobilise, si on fait ce qu'il faut dans une dynamique. Et ce qu'ils font vivre au monde est un projet destructeur, donc c'est radical. Mais eux ne le disent pas du tout comme ça. Ils ont l'impression d'être du côté du bon sens, d'être du côté de l'équilibre. Et nous, c'est radical parce qu'en fait, il va falloir que nos mentalités, elles changent. Les habitudes qu'on a doivent changer. Je vois comment c'est difficile pour nous de se dire qu'on ne va plus voyager. Est-ce que, voilà. Et pour des personnes beaucoup plus pauvres, la question, elle est différente. Puisque, en fait, on leur dit, vous êtes déjà sobre. Mais en fait, ça ne suffira pas. De fait, on est dans une société extraordinairement riche où il y a autant de pauvres. Et c'est une catastrophe, et ça se répartit mieux. C'est-à-dire que d'une part, on a des entreprises fossiles qui ont énormément d'argent, je parle évidemment de Total et de toutes les autres, et que ces entreprises-là sont des entreprises destructrices, et qu'il y a quand même la question de comment est-ce qu'on va les affronter, mais les affronter, ça veut aussi dire se donner les moyens de récupérer une partie. On sait très bien que nous, historiquement, on est pour la lutte contre l'évasion fiscale, et il y a ce qui a déjà été porté, hein, à l'échelle où on était minoritaire dans les majorités. Mais enfin, on a vu qu'on était directement pour le blocage des loyers. Moi, mon engagement politique, ça a été beaucoup la lutte contre le mal logement. C'est-à-dire que, évidemment, que la pauvreté doit être un sujet qui doit être en permanence dans nos têtes, parce que c'est inacceptable dans un pays aussi riche. Dans les pays pauvres, c'est déjà pas acceptable, alors dans l'autre, bien sûr. Et en fait, il va y avoir de la redistribution. On est pour la redistribution. Et après se pose la question philosophique du droit d'usage contre le droit de propriété. Mais là, pour le coup, je suis désolé, on est dans la radicalité totale. Je ne dis pas que c'est ce que portera la suite, mais je pense que c'est une question qu'en tant qu'écolo, il faut qu'on se pose réellement de qu'est-ce qui compte plus. Est-ce que c'est vraiment les personnes à Paris, donc c'est un tiers des propriétaires sont propriétaires, donc moins 3 logements. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est dans le superflu. Hein. On voit partout des gens qui dorment dehors. Et donc, il y a la question de qu'est-ce qui compte le plus. Tant qu'il y aura des gens qui dorment dehors, pour moi, c'est 3 réquisitions. Merci. Il restera 10 secondes, Nour. Gérard, 3 secondes, je pense que voilà, on peut les compter. Les 2 autres motions, donc du coup Alice et Anne. Vous l'aurez remarqué, je ne suis pas Claire. Claire qui était prévue à l'affiche ce soir.
Et Claire, en fait, que j'excuse, voilà, je vous prie de bien vouloir excuser son absence. Je vais vous confier quelque chose. Malgré sa qualité de bretonne, elle a le mal de mer, et en fait, ce n'est pas une blague. Elle n'a pas pu venir ici ce soir lorsqu'elle a appris que c'était sur une péniche pour une question de problème d'oreille interne. Donc voilà, je vous prie de bien vouloir excuser son absence. Ce serait drôle si c'était juste incommodant, mais là, en réalité, ça la place dans l'incapacité la plus totale de mettre un pied voilà, sur une péniche à marée. Donc ce sera moi, et je m'y colle dès maintenant pour la motion Ceux qui nous lient. En réalité, cette motion, elle est née d'une intuition. Elle est née d'une intuition et d'une conviction. D'abord, la conviction, c'est que nous n'avons pas tiré le bilan de la séquence présidentielle. Je le dis avec d'autant plus de facilité que j'ai participé moi-même à cette séquence présidentielle. J'ai fait partie de l'équipe de campagne, j'ai été un soutien de Yannick Jadot, et pourtant nous n'avons pas, nous avons échoué, c'est une réalité, mais surtout nous n'avons pas réussi à adresser les colères, les impatiences de nos concitoyennes, en fait, à trop vouloir plaire, à trop vouloir être consensuel. Nous avons fini par ne plaire à personne, et ça, c'est un problème qu'il va nous falloir adresser. Et je vais vous parler dans un instant de décroissance, parce que c'est en lien avec ce que je viens de vous dire. Ça, c'était pour ce qui concerne la conviction, qu'il nous faut tirer impérativement le bilan de cette séquence présidentielle. En ce qui concerne l'intuition, chez Ceux qui nous lient, nous avons l'intuition qu'il est temps, c'est le moment, de revenir à nos fondamentaux, de revenir notamment au fédéralisme. Nous avons trop négligé la place des territoires jusqu'à présent, et c'est en partie aussi une raison de notre échec collectif. Si demain nous voulons gagner, nous avons à la fois besoin d'un projet qui soit clair, d'un cap clair pour emmener tout le monde avec nous. Et nous avons besoin également de s'adresser à toutes et à tous. Donc c'est ce que nous proposons au sein de Chez Ceux qui nous lient, avec comme pilier structurant de la motion à la fois la décroissance, vous aurez pu le lire ici et là, et également les territoires. Alors pourquoi la décroissance ? Je crois qu'il y a un moment, il faut cesser aussi avec ces pudeurs de gazelle et affirmer, assumer, de dire que nous sommes pour une décroissance qui soit juste, une décroissance qui soit socialement juste et démocratiquement acceptée. Et dire que l'on est décroissant, c'est peut-être être radical, mais en tout cas, nous, on le dit sans vouloir polariser le débat. On le dit parce qu'en fait, c'est vital, et nous avons besoin d'avoir un discours clair, un discours de vérité, s'adresser à l'intelligence collective des Français, des Françaises, des Parisiennes, des Parisiens, et il va falloir assumer de rompre avec ce modèle ultra-libéral, consommateur, qui exerce une prédation sur nos ressources, qui sont limitées, mais une prédation également sur les femmes, en premier lieu, et sur les hommes que nous sommes. Donc, la décroissance, cette décroissance qui est juste socialement, parce que bien entendu, on ne va pas demander aux plus précaires de décroître, non, c'est aux multinationales et aux plus riches qu'on va demander ces efforts en première instance. Donc une décroissance juste, socialement acceptée, et pour vous donner un exemple concret, en fait on l'a fait, et c'est ce que nous portons au quotidien. Moi en tant qu'élue parisienne, à la porte de la Villette, le projet que je défends, le projet que nous défendons, c'est finalement de ne plus densifier. On a une friche, on a 25 hectares, c'est superbe, c'est magnifique. Ces 25 hectares, en revanche, moi je ne souhaite pas qu'il y ait un nouveau quartier qui sorte de terre demain avec 70% de bureaux, comme c'est prévu actuellement, avec bien entendu du logement privé. Non, là il faut accepter de dédensifier, il faut accepter que nous ne construirons plus à Paris. Il faut accepter que le seul logement que nous construirons, c'est du logement social dans l'existant, dans le bâti existant. Donc c'est ça en réalité la décroissance. Et je pense que c'est un discours qui peut parler à condition d'emmener tout le monde. Second pilier de la motion, les territoires. Nous avons le souhait, la volonté de s'adresser à tous les territoires. Il y a un moment, et encore aujourd'hui, en fait, les écolos, on avait de l'or entre les mains. On avait de l'or entre les mains, mais en réalité, on a échoué. Pourquoi ? Parce que nous n'avons jamais réussi à parler à l'ensemble des territoires. Voilà, moi je le dis, c'est assez confortable, je suis élue parisienne, on est plusieurs à être des élus parisiens. Et les personnes qui votent pour nous, c'est les personnes ici présentes, mais nous ne sommes pas représentatifs malheureusement encore à ce stade de nos concitoyennes, nos concitoyens. Moi, mes voisins dans le 19e, ils votent pas pour moi, ils votent pas pour nous. Donc c'est un problème, et il faut nous adresser donc à la diversité des territoires, qu'ils soient urbains, qu'ils soient ruraux, qu'ils soient périurbains, que ce soit les quartiers populaires, et ça passe également par une représentation en interne, donc c'est ce à quoi nous voulons nous appliquer. Et est-ce que je peux te demander, Wilfried, combien de temps il me reste ?
15 secondes. Bon, ben voilà, je vais conclure sur ce point. Revenir sur nos fondamentaux, le fédéralisme, s'adresser à tous les territoires. Et pour gagner, hein, parce que c'est quand même ça le but, c'est que nos idées elles infusent plus largement et gagner les prochaines échéances électorales en ayant un discours clair et en s'adressant à tout le monde. Je vous remercie. L'écologie sera populaire ou ne sera pas. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement central. C'est pourquoi notre écologie, l'écologie qu'on partage tous depuis des années, ça fait presque 22 ans, je suis chez les Verts d'abord, puis à Europe Écologie Les Verts, eh bien, pour l'instant, elle est réservée à une toute petite population. Voilà la réalité, je crois que vous l'avez partagée, vous le dites aussi tous, sauf que, après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ce constat? Comment on fait pour s'élargir et s'ouvrir? Moi, ce que je vois à chaque fois, c'est que ce parti se referme. On est encore dans une séquence de fermeture, une séquence où on parlait du vocabulaire complexe qu'on emploie, le fait aussi que au lieu de partir des sujets et du vécu, des expériences des personnes, moi j'entends, il y a des territoires différents, il y a des minorités, il y a beaucoup de personnes qui ne se reconnaissent pas dans notre écologie, mais on ne parle jamais de ces réalités. Moi j'entends surtout ici, on va faire avec, on va faire pour. Il faut surtout partir de là. Et ce sujet-là, il n'est pas si facile à faire, mais il est faisable. Se dire que, eh bien, si on veut une écologie populaire, qui ne veut pas dire que populaire, qui ne veut pas dire une classe sociale populaire, et puis c'est tout et tous les autres, non, ça veut dire tout le monde. On a dit le parti de masse, on pourrait appeler ça comme ça, mais le parti de masse a un côté j'écrase les minorités qui n'est pas le sens de ce qu'on veut donner. Eh bien, c'est de partir de la réalité du jeu des minorités, qu'elles soient, ce que vous avez dit, rurales, qu'elles soient urbaines, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient âgées, qu'elles soient handicapées, qu'elles soient LGBTQI, quelles que soient ces minorités-là, qu'elles soient femmes. Je considère même, je sais que sur des débats populaires sur sommes-nous une minorité ou pas, oui, on est toujours une minorité de pouvoir, et donc il faut partir aussi de ces réalités-là pour pouvoir construire l'écologie. Pas seulement aller voir les gens et leur prêcher une bonne parole, mais partir de ces réalités-là. Et ça, c'est possible. C'est possible de le faire très vite, c'est possible en faisant de la discrimination positive. Je sais que ce mot-là n'est pas la mode, mais je l'emploie quand même. C'est-à-dire de dire que, par exemple, notre parti favorisera les groupes locaux qui sont dans les quartiers peut-être plus populaires, plus ruraux, qui favorisera les lieux qui ont besoin de pouvoir faire vraiment un militantisme plus actif et peut-être même des actions, parce que tout ne passe pas par la parole. Parfois, aider un groupe local à agir localement, c'est aussi une manière d'ancrer l'écologie dans la réalité, de partir de là. Je crois, moi, une chose, j'ai envie de conclure là-dessus, parce que pour moi, et pour nous, avec Hélène Hardy, avec l'Arche, pourquoi on s'est appelé l'Arche? Juste un mot, l'Arche, parce que c'était ouvert, parce que c'est à la fois un pont et un bateau. On y est, péniche, mais... Donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir passer un cap ensemble. C'est quand même d'abord cette idée-là, et puis d'ouvrir un maximum les choses. On l'a fait en 2009. On l'a fait avec Europe Écologie Les Verts il y a quelques années. On s'est ouvert, et d'ailleurs on a monté considérablement nos scores. Et puis, on a tout refermé. Pourquoi il faut arrêter le plus du même? Pourquoi la suite, ça ne va pas? Pourquoi il faut faire autre chose? Pardon. Ça n'est pas une agression. Pourquoi il faut faire autre chose que de continuer plus du même? C'est parce que justement, on est arrivé à un plafond de verre. Et je crois quand même qu'on en est tous conscients sur ce plateau. Enfin, je le dis. Et donc, il y a autre... C'est pas... Il ne s'agit plus de faire un énième RIM, un référendum d'initiative populaire. Il s'agit de se demander comment on fait des états généraux de l'écologie populaire et qu'on ouvre et qu'on fait redémarrer l'écologie par l'extérieur.
Voilà. Donc c'est la proposition large, avec évidemment l'idée de rejoindre d'autres forces intérieures, extérieures, et de ne pas rester tout seul. L'écologie ne se fera jamais tout seul. Merci. Merci Anne. Du coup, on va prendre une question. Alors bonjour, moi je suis militant dans le 17e arrondissement de Paris. En fait, je voulais vous poser une question parce que je crois que vous êtes si je ne me trompe pas, vous êtes les deux notions qui portent le plus le terme de décroissance. Donc j'ai oublié quelque chose. Et en fait, je voulais savoir, quand vous parlez de décroissance, est-ce que vous parlez de décroissance du capitalisme ou de sortie du capitalisme en fait? Et si vous parlez de décroissance, si vous parlez de sortie du capitalisme, quand vous parlez de décroissance, pourquoi pas directement dire sortie du capitalisme? Et si vous parlez de... Là, je vois qu'on se gratte la tête. Et si vous parlez de décroissance du capitalisme, est-ce que vous pensez que ce système économique, même décru, est soutenable pour la planète? En fait, l'alpha et l'oméga de notre société ne doit pas être la consommation. Donc, nous avons besoin de proposer un récit alternatif, un imaginaire collectif, où la consommation, la production ne soit pas l'alpha et l'oméga de notre société, et où on ait un futur, un horizon beaucoup plus désirable, qui soit tourné autour de la question du lien, de recréer du lien, voilà, autour du bien-être, de l'aménagement du territoire pour garantir, conforter la qualité de vie. Et si on doit parler du capitalisme, j'ai envie de te dire, ok, dans ce cas-là, nous ne sommes pas pour le capitalisme qui veut sans cesse faire fructifier en réalité des bénéfices, et nous sommes favorables à alors une sortie du capitalisme. Là, je m'avance peut-être, mais en tout cas, il faut mettre un terme à cette course effrénée de la production et de la consommation qui nuit extrêmement et gravement à nos écosystèmes et aux individus sur cette planète. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Lucien, mais... La première réponse que j'ai envie de dire, c'est qu'on ne peut pas résoudre la question de la décroissance ou de la croissance avec le capitalisme. Le capitalisme, la lutte contre le capitalisme, par exemple des systèmes comme a été celui des pays communistes, n'ont pas rompu avec la croissance, avec le système de croissance, et en particulier avec un système de plus de production. Donc, je ne sais pas exactement quelle est ta question, parce que derrière, il doit y en avoir d'autres, mais en tout cas, ce que j'ai envie de te répondre, c'est oui, l'écologie lutte forcément contre le capitalisme. 2, ça ne peut pas se résoudre, la question de la décroissance ne peut pas se résoudre à l'anticapitalisme. Elle va beaucoup plus loin, et en fait, c'est un nouveau paradigme. Réellement, c'est un nouveau paradigme, non seulement social, mais économique. Économique et social, pourquoi? Parce que non seulement avec la décroissance, on réfléchit à sauver une planète et à des richesses d'une planète. Ça n'a jamais été pensé de cette manière-là par un système économique. Et la deuxième chose, c'est que la décroissance est une pensée d'abord économique, mais qui se fonde sur la société et le vivre ensemble. Et ça, c'est extrêmement nouveau aussi, puisque ça n'était pas, même quand on voit la seule alternative qui finalement a été développée, qui était celle du marxisme et du communisme, ça restait fondé sur d'abord l'homo economicus. Ça n'est pas le cas de la décroissance. Donc je pense qu'on a un sujet qui est très intéressant, parce qu'il est une voie, il n'est pas seulement ce que j'ai entendu, le radicalisme. Moi, j'aime pas le mot radical. J'en le savais ici, j'aime pas ce mot-là, parce qu'il a un espèce de côté sclérosé. J'aime mieux l'idée du chemin. Et la décroissance, c'est vraiment un chemin vers une autre possibilité de vie. Et à Paris, par exemple, la décroissance, c'est d'arrêter la densité, d'arrêter de surpeupler Paris, d'arrêter de construire toujours plus. C'est vraiment l'idée de fabriquer un autre mode de vie, à la fois plus autonome, à la fois plus agréable, à la fois plus juste,
et à la fois qui permet aux plus pauvres de pouvoir respirer, parce que c'est les plus pauvres qui respirent le moins bien à Paris. Je prends Paris parce que, évidemment, je suis conseillère de Paris, donc je suis un peu concernée. Mais c'est un exemple, c'est en fait une doctrine qui est très concrète. Voilà. Merci. On va faire le jeu des questions. Donc, si vous avez d'autres questions, ce que je vous propose, c'est 1 minute donc, du coup de réponse et une question par motion pour commencer. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 questions au total par motion et donc 2 minutes de temps de réponse. Et on sera pile dans les temps. Alors, maintenant, normalement, on est censé faire passer une femme. Bon, il y a eu 2 erreurs d'analyse assez manifestes dans les exposés. Un sur la nature humaine qui voudrait nécessairement engranger du profit et avoir davantage. C'est une erreur colossale de point de vue anthropologique. Et de l'autre côté, sur la décroissance et le capitalisme, et sur l'idée que le capitalisme, ou que la décroissance ne serait pas nécessairement anticapitaliste, ce qu'elle doit être, sinon on parle d'autre chose. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce que vous voulez mettre en place en termes de formation, de débat, mais intellectuel, au sens le plus noble du terme, dans notre parti, pour que ce type d'erreurs d'analyse qui conduisent ensuite à porter des politiques qui ne sont pas de réelles politiques écologistes, soit réglé une bonne fois pour toutes, quoi. Voilà. Et sur le communisme, il y aurait beaucoup à dire aussi sur l'alternative entre le communisme et le capitalisme, dont on voit très bien qu'elle s'est résolue dans le productivisme, en réalité, qu'ils avaient en commun. Voilà. Alors, à qui adresser la question? Eh ben, alors, les 2 erreurs manifestes, à la cantonade, mais enfin, oui, non, je vais pas, là, je pense que tout le monde a entendu comme moi, je vais pas m'amuser à dire... La question, c'est un petit peu celle de, pour moi, c'est celle de la formation des adhérents, puisque tu veux qu'ils cessent de commettre des erreurs d'analyse. Nous, ce qu'on propose, c'est notamment de généraliser la formation des adhérents, et notamment de les accueillir comme un parti digne de ce nom, c'est-à-dire, non pas seulement parler des règlements, des AG, etc., mais aussi des temps organisés sur ce que c'est que la pensée écologiste et les accompagner tout simplement dans leur vie militante du point de vue des idées et pas seulement du point de vue partidaire qui est les règlements, les sanctions et le règlement intérieur. Merci. Sur la formation, nous on avait posé une motion ponctuelle sur la formation pour faire en sorte que ce parti devienne vraiment un lieu d'éducation populaire, c'est-à-dire que quand on arrive dans le parti, eh bien, il y a la possibilité, si on le souhaite, évidemment, rien d'obligatoire, mais si on le souhaite, d'avoir un vrai cycle de formation pour aller vers les idées de l'écologie politique, parce qu'on a besoin de monter en puissance, y compris dans le débat intellectuel, et de former nos militants et militantes quand elles arrivent. Ensuite, sur le fond d'affaires, je veux dire, on a atteint les limites planétaires et le capitalisme en est le premier responsable. C'est tout. Donc, est-ce qu'on doit sortir du capitalisme? En tous les cas, on doit le cantonner à une sphère extrêmement encadrée et restreinte. Et s'il chute parce qu'en fait, il ne peut vivre, et ça, c'est des analyses évidemment de Marx, Gortz, etc., eh bien, il ne peut vivre qu'en extension. Si on le restreint, il peut tomber, c'est pas très grave, on créera autre chose. René Dumont était un pacifiste intégral. À 10 ans, il a vu la guerre de 14. Sa mère était instite. Son école était devenue une boucherie parce qu'on récupérait les soldats et clopait tout. Il était anti-guerre, mais vraiment anti-guerre. Je pense qu'aujourd'hui, 2100 milliards sont dépensés en armement, alors que pour la COP, pour les pays en voie de développement, on demande 100 milliards et on est dans l'incapacité. Je pense qu'à un moment donné, il faut raisonner où on doit mettre l'accent, là où ça fait mal au précédent, pour dire qu'il faut repartager donc, les richesses, mais dans un sens, pour l'éducation à la paix, pour l'éducation populaire, donc, et pour l'éducation économique, le BABA, donc de tout adhérent militant écolo. Qui ne vient pas gratuit quand il vient nous voir. Il est déjà formé, il ne faut pas croire qu'il vient ex nihilo hors sol. Oui, il y a un gros problème de formation et de transmission en partie. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais investir si vous me laissez la chance d'aller au bureau exécutif. C'est vraiment les questions de formation. On a des personnes qui militent depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui ont énormément à nous transmettre. Et en fait, quand on arrive à la commission énergie, il y a toujours des gens qui vont troller, proposer pour savoir si on est pour le nucléaire. Et à chaque fois, on a l'impression de devoir refaire les mêmes débats. Donc il y a la question de comment est-ce qu'on va organiser la formation, bien sûr, et ça a commencé avec le campus de l'écologie, et on le prolongera. Et c'est aussi la notion que moi-même, j'ai portée avec d'autres en notion culturelle. Le plaisir de militer, notion numéro 21.
Sur la question du capitalisme, bon, étant donné qu'elle nous était directement adressée, que ce soit clair ici, à aucun moment il a été dit que nous pourrions nous accommoder, en tout cas du capitalisme, lorsque l'on porte la décroissance. C'est nullement le cas et c'est objectivement pas possible, et c'est pas ce que nous défendons. Après, sur la formation militante, nous portons la proposition d'une académie militante pour créer de l'empowerment. C'est un peu un gros mot, mais l'idée c'est de donner les capacités à chacune et à chacun de pouvoir s'investir dans le parti et en fait faire l'égalité des chances pour de vrai. Et je m'arrête là, étant donné que les 30 secondes sont terminées. Juste pour répondre, je pense qu'on n'aura jamais de solution pour que tout le monde soit parfait. Et quand j'entends des gens qui notent d'autres parce qu'il y a des erreurs, je pense que c'est déjà un premier problème. Le deuxième, la vraie question, c'est comment on accueille les gens et comment on fait des ateliers d'éducation populaire. Ça, c'est faisable, y compris à partir des groupes locaux. J'espère qu'on va arriver à le faire très bientôt pour qu'on puisse avoir un partage d'expertise beaucoup plus important. Merci. Alors, je vais prendre d'autres questions. Alors, vous avez tous raison quand on vous écoute. En fait, c'est normal, nous aura dit à 95%, vous êtes d'accord, et heureusement. Donc, ma question en version longue, ça aurait été à chacune et chacun, qu'est-ce qui vous déplaît dans les autres motions? Mais comme on n'a pas le temps, qu'il est déjà 9h, en 30 secondes chacune et chacun, dites qu'est-ce que vous avez de différent des autres. Merci. Giscard disait le changement dans la continuité. Il avait dit à Mitterrand, on n'a pas le monopole du cœur. Je pense qu'aucune motion peut se gargariser qu'il a le monopole du programme qu'on a élaboré d'année en année en année. Mais n'empêche que notre mouvement, il est démocratique. On est obligé de faire cette grande messe de congrès. À partir, ça marche plus, la pile. À moins que tu as coupé le son. Voilà. Donc le congrès, c'est l'occasion de faire ensemble des débats, clivants si possible. Si c'est pas possible, ben, on se renforce parce qu'on se reconnaît tous ensemble dans un programme, je dirais, commun, sans faire paraphraser le fameux programme commun, mais le programme vivant. Je l'ai emmené ici, ce programme vivant. Il a été travaillé avec les commissions et tout. Et quand on demande qu'il faut l'appliquer, le porter au présidentiel, bah, purée, il manque des pages, il y a quelque chose qui cloche. Donc il faut qu'il y ait une vigilance citoyenne, intérieure, qui soit la vigie, qui dit attention, c'est pas le petit livre rouge de Mao ou le petit verre de Kadhafi, c'est notre programme à nous. Et dès qu'il y a un mouvement ou disons, une personnalité qui s'écarte de ce qu'on a écrit tous ensemble, adopté au Conseil fédéral, ça fait 1 minute. Il faut à ce moment-là sonner l'alarme, l'alerte. Merci. Il y a quand même la question de la culture majoritaire, c'est-à-dire accepter qu'en fait, on est là pour la culture majoritaire, parce qu'on veut devenir majoritaire, parce qu'on veut que l'écologie transforme la société. Il y a mettre du plaisir dans le militantisme, qu'en fait, être là chaque matin pour tracter sous la pluie, et ben il faut qu'on trouve aussi le moyen de rendre ça sympa, de se retrouver dans un moment de convivialité autour, de se transmettre, de se valoriser les uns les autres, et la question du collectif, et de comment est-ce que, en fait, on est toute une variété d'écolos, mais en fait, il faut accepter d'être nombreux et d'être différentes et différents, parce que sinon, on s'en sortira pas. Donc, le collectif, plaisir de militer. Envie de vous embarquer dans une aventure collective, une aventure collective où on placerait en son cœur la décroissance, je l'ai dit, mais pourquoi? Pour en réalité mieux vivre, mieux partager les richesses et mieux protéger les citoyennes et les citoyens, et ça doit nécessairement passer par un discours de vérité. On a besoin, chez les écologistes, d'avoir un discours clair, un discours de vérité, et nous jugeons prioritaire de placer au sein de notre motion d'orientation la décroissance. Ça, c'est le premier aspect qui nous différencie des autres motions. Et puis, d'un point de vue de la représentativité, il est impératif que nous changions nos modalités de désignation notamment, que nous changions la façon dont nous pensons les territoires et dont nous les représentons, parce que cela fait maintenant des années et des années que nous ne parvenons pas à inverser la tendance. Alors c'est pour ça que j'ai aussi du mal à croire que l'on puisse continuer avec la même équipe et les mêmes recettes pour changer véritablement la donne, mais nous avons besoin de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour se redonner de l'air, se redonner un horizon commun, une perspective commune, gagner des échéances électorales pour être en mesure d'exercer des responsabilités dans la diversité territoriale, sociale et autour de la décroissance. Je vous remercie.
Bon, l'Arche, c'est la question des priorités. Effectivement, je crois qu'on partage largement, et c'est pour ça que Jean-Luc, tu penses que on dit la même chose. Je pense, moi, je n'entends pas tout à fait la même chose, et c'est heureux. C'est heureux, parce que la question, c'est que nous sommes capables, chez les écologistes, d'avoir du débat. Et ce qui manque ces dernières années, à chaque fois qu'on arrive à ce plafond de verre, c'est du débat en interne. Et qu'est-ce qui se passe quand on manque de débat en interne? Eh bien, ça explose à l'extérieur. Et c'est ça, la réalité. On passe du plus du même à l'explosion extérieure. Et c'est comme ça qu'on ne fait que s'autodétruire. Comment résoudre cette quadrature? C'est tout l'enjeu de notre motion. Merci. Pour te répondre dans un premier temps, il y en a qui ont exercé les responsabilités dans ce parti, il y en a qui ne les ont jamais exercées. Donc ça peut paraître pareil de l'extérieur, mais il y a certaines motions qui portent des choses différentes. Nous, en tout cas, on est la motion qui veut porter vraiment la centralité de la question écologiste dans le débat politique. De dire qu'on n'a pas peur de s'ouvrir aux autres, alors que certains, leur seul objectif jusqu'à présent a été seulement de conserver le parti. Donc ça doit être vraiment le parti de lutte, le parti qui se greffe à la société dans ses acceptations écologistes, dans ses acceptations militantes, la défense des minorités, la défense de du vivant. Aujourd'hui, on est devenu un parti qui se parle beaucoup trop à lui-même. Nous, on ne doit pas devenir le parti de la centralité écologique. Nous, tout simplement, c'est le rappel d'une priorité, c'est-à-dire que l'écologie politique doit devenir la matrice politique commune à la gauche et pas l'inverse, et nous le portera. En un mot, puisqu'on est dans un congrès transformé, le fait qu'aujourd'hui, le parti est un outil, moi la direction du parti, une partie de cette direction, prendre le parti comme un lieu de pouvoir qu'on contrôle absolument pour pouvoir partager les postes et les places, en un bien commun de l'écologie, en un lieu où ils feront passer pour quelques semaines, quelques mois ou quelques années, et le lieu où se passe quelque chose autour de la construction d'un avenir commun. Et c'est ça notre défi, et je crois vraiment que le fonctionnement de notre parti, finalement, ne peut aujourd'hui que être refermé autour d'un règlement intérieur et de quelques règles, si nous continuons sur cette voie-là, alors que nous avons l'absolue nécessité de le transformer en zone politique à défendre. Une dernière question, tout là-bas. J'ai vu donc du coup, alors je suis désolée, j'ai vu tout là-bas au premier, qui levait la main, et je crois qu'on a pris une question d'un homme ou d'une femme. C'était Jean-Luc. Ah donc du coup c'est une femme. Il fut un temps où je trouve où chez les Verts, à ELV, on parlait beaucoup plus de politique internationale. Donc là, on est sur une élection au niveau national, donc j'aimerais simplement que les uns et les autres puissent se dire, alors c'est une question vaste, et je m'en excuse, mais pour vous, qu'est-ce qui serait le plus à défendre dans la conception du parti par rapport à la vision du monde, par rapport à la politique internationale? Je m'excuse. Notre mouvement possède deux commissions, la commission transnationale qui travaille à fond, on pourrait dire, sur les questions géopolitiques, géostratégiques, la commission PD d'armement sur les questions de défense, de la paix, d'éducation à la paix. Donc il est bien évident que dans ce monde fini de planètes les uns et les autres, on a besoin de faire une prévention et résolution non violente des conflits, sinon on va droit dans le mur. Comme je l'ai dit au tout départ, c'est un des points obscurs de notre survie, puisqu'entre le dérèglement climatique, une météorite infinie qui nous tombe dessus tous les 200 millions, et aussi la guerre nucléaire. En 70 ans, il y a eu 15 quasi-incidents qui auraient pu entraîner l'apocalypse nucléaire. Mais les gens ne savent pas, il y a un déni, il y a une couvercle médiatique, les lobbies militaires ne veulent pas en entendre parler. Les Français ne sont pas des idiots, c'est pas des veaux comme disait De Gaulle, ils réfléchissent. Et je pense qu'aujourd'hui, la mobilisation, c'est de rejoindre tous les mouvements de paix pour dire qu'il faut halte à la guerre, comme en 14-18, Jaurès a été assassiné, je vous le signale pas pour rien,
parce qu'ils voulaient éviter la boucherie. Et voilà. C'est fini, je suis désolée. Oui, c'est normal. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut en revenir à nos fondamentaux et à l'Europe. C'est l'ADN d'Europe Écologie Les Verts, c'est notre ADN. Et au-delà d'être notre ADN, je crois que c'est même notre salut collectif. C'est notre salut collectif, en tout cas, peut-être pas sur cette planète, mais à notre échelle, toutes les décisions sont prises au niveau européen et c'est avant tout toute la force que l'on doit donner dans la bataille, c'est pour la reconstruction d'une Europe qui protège, qui fixe des règles pour les travailleurs européens, qui fixe des règles communes pour la protection de l'environnement et de la biodiversité. Donc il faut impérativement que l'on garde ce cap-là d'une Europe qui protège. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que je considère que l'Europe, qu'il n'y a pas d'avenir international si on ne fait pas d'Europe, que l'Europe, pour l'instant, n'est pas une Europe politique, sinon une Europe politique qui ne nous convient pas, qui ne nous permet pas suffisamment de nous protéger, et ce qui serait possible, hormis sur un certain nombre de sujets, et que ces sujets, ben oui, mais je ne peux pas parler plus fort parce que je n'ai pas assez de voix. Et donc, que si cette Europe était plus forte, ça nous permettrait d'abord d'avoir beaucoup plus de protection des personnes qui viennent du monde entier. On va avoir un dérèglement climatique, je finis juste ma phrase, climatique généralisé. Si l'Europe n'est pas forte, eh bien ce sera un massacre généralisé d'abord des personnes. Donc effectivement, c'est aussi notre ADN et la nôtre à l'arche. Merci. Deux fondements dans la vision que je montre que les écologistes doivent avoir pour moi, c'est le pacifisme et l'émancipation des peuples. Moi, je m'engage notamment dans l'écologie parce que un de mes premiers souvenirs politiques en tant que gamin, c'est de voir notamment des gens comme José Bové qui allaient en Palestine occupée face à des soldats israéliens. Donc, deux fondements, le pacifisme et l'émancipation des peuples, c'est vraiment les lunettes qui doivent guider les écologistes aujourd'hui et l'émancipation des peuples à l'échelle internationale. Il y a du boulot, que ce soit en Birmanie, au Sahara occidental, les populations amérindiennes ou autres, c'est vraiment les deux fondements qui doivent nous guider. Alors, on va renforcer une Europe sociale et écologique, mais aussi une politique internationale écologique et fondée sur les droits humains. Ça veut dire qu'on ne reçoit pas le prince des Émirats Arabes Unis et qu'on ne salue pas Maduro dans les couloirs de la COP27, qu'on ne se précipite pas dans le bureau de Mélanie juste après qu'elle ait été élue, mais qu'on ait une diplomatie et une politique étrangère fondée sur la transformation écologique et fondée aussi sur la responsabilité de cette crise écologique, puisque l'Afrique, je le rappelle, est uniquement responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre, et donc nous avons la nécessité de les aider pour l'adaptation et l'atténuation. Voilà. Sur le vote, on est d'accord sur l'essentiel. Sur la solidarité internationale, en fait, il y a la question de la responsabilité, effectivement, des pays riches dans les émissions de gaz à effet de serre, et donc de comment est-ce qu'on aide d'autres pays à aller vers la transition, et comment est-ce qu'on peut permettre à ces pays-là d'aller vers un système qui soit tout de suite un système viable, mais qui ne soit pas un moment où on leur dit de ne pas se développer. Donc c'est l'accompagnement, favoriser énormément l'aide au développement. Je ne fais que compléter ce qu'ont dit mes camarades, parce qu'en fait, on est tous écologistes et toutes écologistes. Question. Il y a un monsieur qui levait la main depuis tout à l'heure. On parle de la sobriété. Qu'est-ce que vous allez faire tous les candidats par rapport à l'utilisation des matériaux locaux, c'est-à-dire les biosourcés, les géosourcés et les énergies renouvelables? Passage 30 secondes. Donc du coup, je vous propose, si vous voulez répondre à monsieur, vous discutez en haut. Voilà. On tenait à vous remercier à tous et à toutes d'être présents.